Bonjour à tous, je me présente, je suis Anthony Carrera, pédicure podologue et podologue du sport. Je suis installé en Sarthe depuis maintenant 6 ans et diplômé 2012 de l'Institut national de podologie. Donc, mesure de confinement oblige, je pense qu'il sera difficile d'assurer les cours au mois de juin qui étaient prévus notamment sur le cyclisme. Donc, avec Yves Lescure, nous avons décidé de faire certains cours en vidéo pour que vous puissiez quand même bénéficier de nos connaissances sur les sujets qui devaient être abordé. Donc, ce cours sera sur le cyclisme et la biomécanique du geste cycliste. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours déjà, donc installé depuis 2014 en Sarthe, j'ai passé plusieurs diplômes universitaires, notamment en podologie du sport, en posturologie clinique, et un DU de biomécanique de l'appareil locomoteur et du mouvement. En parallèle à ça, j'ai fait pas mal de formations en dehors, notamment grâce à l'association AirPod. Et nous nous sommes formés donc depuis 2014 en analyse du geste cycliste et nous intervenons depuis également 2014 tous les ans sur les 24 heures du Mans vélo. Donc cette diapositive sera sur l'analyse de la biomécanique du geste cycliste. S'en suivront deux autres vidéos concernant l'analyse posturale en cabinet et également les pathologies en cyclisme. Alors, on repasse sur le PowerPoint. Donc, quelques généralités pour commenter. Alors, le plan donc qui se présente, excusez-moi, vous verrez peut-être quelques petits couacs, c'est une première en cours vidéo. Donc, le cours sera présenté comme cela. Donc, dans un premier temps, une introduction où vous présentera certaines généralités sur le cyclisme, l'analyse biomécanique en elle-même du geste cycliste et enfin certaines constatations. Alors, le cyclisme, c'est un sport qui est pratiqué par plus de 9 millions de Français. Donc on en voit partout, encore plus en ce moment avec le confinement, les gens se découvrent une passion pour le sport, car on constate que dans ces 9 millions de Français, il y en a à peine 3,9 qui le pratiquent au moins une fois par semaine. En général, c'est plus un moyen de locomotion qui est utilisé de manière très occasionnelle, ou éventuellement un vélo qu'on s'est vu offrir et qui finit par dormir dans le garage. Mais néanmoins, pas mal de gens s'en servent également pour faire de nombreuses balades et également le pratiquer en compétition. Donc ce sport, il représente la 5e activité licenciée en France, avec près de 113 000 adhérents à la FFC, donc Fédération Française de Cyclisme, en 2019. On constate quand même une légère baisse depuis 2 ans et c'est un sport qui est pratiqué à 90% en autonomie. Néanmoins, c'est un sport qui reste quand même un bon moyen de sociabilisation parce qu'on voit régulièrement le dimanche, par exemple, des groupes de cyclistes, soit sportifs, soit des cyclotouristes, partir en balade. Voilà, c'est la facilité de faire du kilomètre et d'aller assez loin pour découvrir des chouettes lieux, que ce soit en forêt ou sur des petites routes. Donc, de plus en plus, notre société, à mon avis, va revenir à cette pratique. Donc dans les différentes pratiques du vélo, il y a le cyclotourisme, les balades bien sûr entre amis et en famille, on apprend à nos enfants à faire du vélo quand ils sont en âge, et puis progressivement les balades commencent à durer plus longtemps, mais également il existe les compétitions sur route, les compétitions de cyclocross, de VTT et en vélodrome. Donc dans ce cours, nous aborderons majoritairement tout ce qui concerne les compétitions, mais également le cyclotourisme, parce que le mode balade entre amis, en famille ou les vélos électriques, en général, bon voilà, ce sont des moyens de balade, ce sont des moyens d'amusement, mais on va pas chercher à perfectionner, on va dire, la posture sur le vélo. Tandis que lorsqu'on fait du cyclotourisme, qu'on enquille plusieurs milliers de kilomètres par an, ou qu'on cherche à s'améliorer et à faire de la compète, on va chercher à pousser un petit peu plus loin le matériel. Donc en cyclisme, pour ce genre de pratique, le pied est très souvent solidaire de la pédale via un système de cale fixé justement à cette pédale. À une fréquence de 90 rotations par minute, un cycliste va donner 5400 coups de pédale en 1 heure. C'est énorme. Et donc dans un sport aussi dépendant du matériel, ces chiffres permettent de comprendre l'importance de l'optimisation du réglage. Un réglage efficace, ça permettra d'améliorer la performance et de diminuer la fatigue générale et musculaire. Il ne suffit pas d'appliquer simplement une force importante sur les pédales,
il faut aussi l'orienter efficacement, sans quoi il existe une perte de travail mécanique. Pour ceux qui ont un vélo très classique à la maison, vous essayerez peut-être dans un premier temps de pédaler, comme vous le faites tous les jours. Et puis à un moment sur la route, vous essayerez de mettre l'avant de votre pied un petit peu plus vers l'intérieur ou un petit peu plus vers l'extérieur et vous essayerez de tenir cette position et vous verrez que les groupes musculaires qui sont sollicités ne seront pas les mêmes. Donc en physique, une force qui agit sur un levier est plus efficace lorsqu'elle agit perpendiculairement à ce levier. Et bien, en cyclisme, le mouvement idéal serait celui qui consisterait à faire varier constamment en direction la force exercée sur la pédale, de façon qu'elle soit à chaque instant perpendiculaire à la manivelle. Donc le mouvement de pédalage est beaucoup plus complexe que ce qu'une analyse superficielle pourrait laisser supposer, et le pédalage est une véritable habileté motrice dont la maîtrise conditionne l'efficience du déplacement à vélo. Le but, c'est donc de combiner l'efficacité du geste et l'économie d'énergie. Donc pour décrire le mouvement de pédalage, on peut le décrire de manière un peu artificielle en 4 phases qui s'enchaînent les unes aux autres. Donc vous constatez sur le petit schéma sur la droite, le cercle en fait représente le mouvement qu'une jambe va réaliser au cours d'un cycle de pédalage. D'accord ? Donc en général, un cycle de pédalage, on va considérer qu'il commence en phase de poussée, donc à peu près en position 20 degrés, et il va aller jusqu'à 145 degrés au niveau de ce cercle. S'en suivra ensuite une phase de transition basse, une phase de traction et une phase de transition haute. Les études biomécaniques soulignent l'aspect dynamique, c'est-à-dire participant à la propulsion de ces 4 phases. On ne parle plus de points morts, bas ou hauts, mais de zones de moindre efficacité ou zones de transition. Pour autant, le cycle de pédalage permet, pour chaque groupe musculaire, l'alternance de phases de travail et de phases de récupération. Vous constatez ici, donc, on va détailler l'analyse phase par phase. Donc la phase 1 constitue la phase de poussée, donc c'est une phase qui a une amplitude de 120 degrés, d'accord, 125 plutôt. Donc c'est la phase qui est la plus rentable sur le plan biomécanique et la plus instinctive. Qu'on fasse du vélo avec des cales ou qu'on fasse du vélo comme on l'a appris en étant enfant, c'est le geste de poussée qui va nous permettre d'avancer. Donc la phase de poussée correspond à une extension active de la hanche, notamment avec le moyen et le grand fessier, associée à une extension active du genou par le quadriceps. Ça, on s'en doute bien. Donc vous constatez avec ces petits schémas également, durant cette phase, le bassin il doit être fixé par des stabilisateurs. Donc pour que le quadriceps puisse fonctionner dans le bon sens, il faut que vous ayez vos muscles abdominaux et les carrés des lombes qui soient correctement positionnés, notamment sur la selle, afin de donner une bonne activité. On suit ensuite la phase 2, donc par rapport au cercle présenté précédemment qui va de 145 à 220 degrés, il s'agit de la phase de transition basse. C'est là où le pied sera bien sûr au point le plus bas lors du cycle de pédalage. Donc cette phase, elle assure la transition entre la phase de poussée et la phase de traction. Donc on aura une extension de hanche qui sera associée à une flexion active du genou. Les muscles qui vont travailler, ce seront les ischio-jambiers et le triceps sural. Donc leur action est importante pour conserver l'énergie cinétique accumulée lors de la phase de descente de la pédale. Ne pas oublier, dans l'analyse qu'on réalise aujourd'hui, le pied est calé et donc ces muscles-là vont censés travailler pour aider le pied à remonter. On va retrouver également une cheville en flexion plantaire de quelques degrés. Cette phase doit s'enchaîner de la façon la plus souple et coordonnée avec la phase qui la précède et celle qui la suit. La phase 3, donc de 220 à 325 degrés, c'est la phase de traction. C'est la phase qui est la moins instinctive du pédalage. On n'a jamais appris ça quand on est enfant et qu'on a lâché les petits trous pour pouvoir avancer. On pousse à droite, on pousse à gauche et ça nous permettait d'avancer. Et bien justement, ces systèmes de cale permettent d'optimiser l'économie d'énergie en tirant. Et c'est cette phase-là qu'on va décrire. Donc cette traction n'est possible que sur les vélos bien sûr équipés de cale-pieds ou encore mieux de pédales automatiques. Elle est réalisée par une flexion active de hanche due à l'action des muscles psoas-iliaques, du sartorius et des muscles abdominaux, et une flexion active de genoux, essentiellement due aux ischio-jambiers qui se contractent de façon
concentrique. La phase 3 est également une phase de relâchement et de récupération pour le quadriceps. Pour le quadriceps, le triceps et évidemment tout le segment jambier, on ne retrouve quasiment aucune activité musculaire au-dessus de genou lors de cette phase. Donc cette traction se déroule alors que le membre inférieur contralatéral est en phase de poussée. Donc comme pour la phase 1, il est essentiel que le bassin constitue un point fixe. Donc les muscles stabilisateurs du bassin, abdominaux, carrés des longues, sont donc également sollicités. Enfin la phase 4, c'est la phase de transition haute. Elle permet de remettre le membre inférieur en position de poussée. C'est la seule phase où vont intervenir les muscles releveurs du pied. Donc elle consiste à faire tourner la manivelle avec une flexion dorsale du pied, comme si la pointe du pied donnait justement un coup de pied, un petit peu comme en football. Donc un petit rappel des muscles mis en jeu, des muscles extenseurs et des muscles fléchisseurs. L'avantage de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir revoir ça un petit peu plus au calme. Ça fait toujours du bien de réviser l'anatomie. On va observer maintenant l'analyse visuelle. Donc, je me suis sacrifié pour pouvoir faire cette présentation et avoir des diapos qui, j'espère, seront parlantes. Donc, les différents mouvements qui seront observés ici, donc vous allez avoir les mouvements de l'articulation coxo-fémorale. Donc, la coxo-fémorale, elle sera, lors du geste cycliste, en flexion permanente pendant le pédalage. Donc, ces variations d'angle vont entre 35 et 75 degrés. Il y a une petite coquille sur le diapo. Et vous pouvez donc l'observer par contre sur le schéma. Donc l'image de gauche, cette mesure d'angle donc au point le plus bas, et bien c'est là où bien sûr la coxo-fémorale aura une angulation la plus basse. Donc là pour moi elle était autour de 35 degrés. Et donc en flexion, en point le plus haut du cycle de pédalage, donc en phase de transition haute, c'est là où bien sûr la coxo-fémorale sera la plus fléchie. Et donc c'est là où j'obtiens de mon côté en tout cas une mesure proche des 75 degrés également. Donc pensez à bien corriger si vous prenez des notes, c'est 75 degrés et pas 45. L'articulation du genou, maintenant, c'est une articulation qui pendant tout le geste cycliste sera en flexion permanente pendant le pédalage. Donc sa variation d'angle, elle va entre 45 et 115 degrés. Donc sur la mesure, sur ce schéma, c'est la mesure verte qu'il faut prendre en compte. Enfin, l'articulation de la cheville, elle va travailler dans deux plans de flexion, la flexion plantaire et la flexion dorsale pendant le cycle de pédalage. Donc, comme vous pouvez le voir, alors c'est un petit peu plus dur à imager, mais j'ai fait au mieux grâce au logiciel Kinovea. Donc, lorsqu'on est en phase de transition basse, c'est là où on va avoir une flexion plantaire. Donc, cette flexion plantaire, elle doit être au moins de 20 degrés. Donc, pour ma part, elle était de 22 ici à peu près. Et enfin, au point le plus haut, au moment où les muscles releveurs du pied vont agir, on va avoir une flexion dorsale maximale qui va tourner autour des 15 degrés. Dans les constatations, lors du pédalage, si le membre en flexion repose passivement sur la pédale, alors il se crée un couple moteur résistant lors de la phase de remontée de la pédale contre lequel le membre qui pousse en phase de descente doit lutter. Donc en gros, quand vous avez votre pied gauche qui est en train de remonter, si les cales sont mal réglées ou s'il ne se rend pas compte qu'il travaille avec cette phase-là, votre jambe droite qui va être en phase de poussée va travailler beaucoup plus parce qu'elle va en fait être obligée de tracter votre jambe gauche. Donc les amateurs non avertis exploitent surtout la phase d'appui sans se rendre compte que leur jambe homolatérale est en appui sur la pédale en supposée phase de tirage. Donc si on a un mauvais réglage, avec passivité en phase de tirage, eh bien on va avoir un travail supplémentaire qui sera réalisé par le membre en poussée. Et donc une perte d'énergie en portant la jambe passive. Autre remarque, donc l'exploitation optimale des 4 phases est fortement dépendante du matériel employé et notamment de pédales automatiques ou de cale-pieds. Depuis la fin des années 80, on a constaté une accélération de l'évolution du matériel.
Donc, au chapitre des révolutions, on retrouve l'apparition des pédales automatiques qui ont permis de solidariser le pied à la pédale sans altérer la liberté du pied et de la cheville. Donc, vous l'avez compris, les avantages des pédales automatiques, ils peuvent être multiples. Déjà, plus de sécurité, parce qu'on va avoir un déchaussage un petit peu plus rapide que le cale-pied. Plus de rendement également, avec des efforts de traction sur la pédale qui sont facilités. Et également plus de confort, parce qu'on n'a plus besoin de serrer des sangles pour pouvoir essayer de se servir de ces releveurs du pied et de tirer. Donc la coordination des 4 phases, elle va conditionner l'efficience du geste de pédalage, c'est-à-dire son rendement. Cette efficience, elle se mesure par l'indice d'efficacité du pédalage, ou IEP, qui correspond au ratio entre la force efficace, qui est perpendiculaire à la manivelle, et la force résultante. Des petits schémas vont suivre. Donc comme le geste est répété des milliers de fois, les gains, même lorsqu'ils sont minimes, peuvent faire la différence. Pour rappel, 90 rotations par minute, ça correspond à 5400 coups de pédale en 1 heure. Donc vous imaginez que s'il y a quelques degrés qui font varier l'orientation du pied, ça peut avoir de graves conséquences sur le reste de la jambe. Donc ces quelques millimètres ou quelques degrés peuvent faire la différence entre des sujets possédant des qualités bioénergétiques et mentales qui sont comparables. Donc un bon rendement, ça permet une diminution du coût énergétique, donc de la consommation d'oxygène, et une épargne musculaire qui peut être décisive dans les derniers kilomètres. Le geste de pédalage est donc un geste complexe qui peut faire l'objet d'une optimisation par l'apprentissage et l'entraînement. Quelques petites courbes et quelques études faites en Pennsylvanie par M. Kavanagh, qui a démontré que lorsque le cycliste applique une force sur la pédale, seule la composante tangentielle à la trajectoire de la pédale est rentable. Les autres composantes sont perdues. Donc Kavanagh a étudié l'application des forces sur les pédales lors d'un cycle de pédalage et il a mis en évidence une différence entre la force appliquée par le cycliste et la composante utile de cette force. Donc, toujours sur le même diagramme, vous pouvez voir que la phase de poussée, elle est très rentable sur le plan mécanique. Quand vous regardez le schéma, entre 0 et 90 degrés, la force appliquée suit la même courbe que la force résultante. Donc là, en général, il y a très très peu de perte d'énergie. En revanche, c'est au niveau des phases de transition et des phases de tirage que le gaspillage est potentiellement le plus important. Le cycle de pédalage permet pour chaque groupe musculaire l'alternance de phases d'activité et de phases de récupération. Plus le cycliste sera coordonné et relâché, et plus il pourra bénéficier de ces phases de récupération. Et personnellement, j'apprécie beaucoup ce petit schéma du Dr Kavanagh qui montre en fonction des différentes phases quels sont les muscles et groupes musculaires qui travaillent. Donc le quadriceps tout au début de la phase de transition haute, mais surtout en phase de poussée. Les ischio-jambiers qui sont un peu sollicités, mais qui vont bien prendre le relais lors de la phase de transition basse. Le psoas-iliaque pour relever. Et enfin, les releveurs du pied. Voilà les généralités et l'analyse globale, on va dire, du cyclisme. Les 2 prochaines diapos qui vont suivre dans d'autres vidéos vont être vraiment portées sur l'analyse en cabinet et enfin les pathologies. Je vous remercie.